Mon père m'a demandé pourquoi je n'utilisais pas les 75 000 € qu'il m'avait donnés pour mon atelier. Je lui ai répondu que je ne les avais jamais reçus. Le silence à table était terrifiant pendant que ma mère devenait toute pâle. Elle avait tout donné à mon frère. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne rater aucune de nos histoires. Ton soutien est très important pour nous. Si cette histoire t'a intéressé, mets un like. Et dis-nous dans les commentaires de quelle ville tu viens. Maintenant, l'odeur de cèdre et de vernis ancien était la première chose qui me disait bonjour le matin, et la dernière à me dire bonne nuit. C'était le parfum de ma vie, l'héritage qui coulait dans mes veines à la place du sang. Mon atelier, ou plutôt celui de mon grand-père, Don Augusto, c'était tout mon univers. Un chaos bien organisé de bois précieux empilés dans les coins, d'outils suspendus selon une logique que moi seul comprenais, et une fine poussière de sueur qui recouvrait tout comme de la neige dorée. Depuis toujours, ce lieu avait été mon refuge. Je me souviens des mains de mon grand-père, grandes, dures, mais étonnamment délicates, en train de passer un rabot sur une table en épicéa. Des copeaux s'enroulaient comme des boucles d'or. Chaque morceau de bois a une chanson à l'intérieur, Lisandro, me disait-il d'une voix grave et profonde, comme le corps d'une de ses guitares. Le travail d'un luthier, ce n'est pas de créer la chanson, mais de la libérer. Ses mains n'étaient plus là, mais sa voix résonnait encore dans les murs, dans chaque outil que je prenais en main. Et la pression de libérer ces chansons était devenue un poids sur mes épaules. Surtout aujourd'hui. La vieille machine pour courber le bois, une relique que mon grand-père avait lui-même construite, avait décidé d'abandonner. Le système de chauffage grésillait et sentait le brûler, rien à voir avec la noblesse du bois. J'essayais de former les éclisses en palissandre pour la guitare d'un client. Un musicien pro qui avait déjà payé une grosse avance. Une avance qui s'était évaporée dans les factures et l'achat de nourriture. Alors, ça avance, Lisandro ? C'était la voix du client, Monsieur Méné, qui m'a sorti de ma bulle. Il est entré sans frapper, comme si l'atelier lui appartenait. J'ai hoché la tête en m'essuyant le front avec le dos de la main. C'est presque fini, Monsieur Méné, il ne reste que quelques détails sur le chevalet, ai-je menti. La guitare était loin d'être prête. Sans la courbeuse, je ne pouvais pas avancer. Il a plissé les yeux et regardé le désordre de l'atelier. C'est ce que vous avez dit la semaine dernière. J'en ai besoin pour une tournée. Si vous ne l'avez pas pour vendredi, je vais devoir annuler et chercher ailleurs. Et bien sûr, je voudrais récupérer mon avance. Un nœud s'est formé dans mon estomac. J'ai hoché la tête à nouveau, sans le regarder. Là elle sera prête pour vendredi, Monsieur Méné, ne vous inquiétez pas. Il est parti en laissant derrière lui une traînée d'anxiété qui s'est mélangée à l'odeur de cèdre. Je suis resté à regarder la machine cassée, un monstre de fer et de frustration. La réparer coûterait de l'argent que je n'avais pas. En acheter une nouvelle ? Un rêve. Je me suis passé les mains dans les cheveux, sentant la sueur craquer sous mes doigts. L'héritage de mon grand-père ressemblait plus à une malédiction silencieuse qu'à une bénédiction. Ce soir-là, le dîner fut comme d'habitude, solitaire. 2 œufs au plat et des haricots. Je me suis assis à la petite table de cuisine, qui était aussi mon bureau, ma salle à manger et mon salon. L'atelier était relié à mon petit appartement. Une symbiose qui parfois ressemblait à une prison. Pendant que je mangeais, mon téléphone a vibré. C'était ma mère, Lorena. Une douleur que je ne voulais pas nommer m'a traversé à un mélange d'espoir et de peur. Lisandro, mon fils, comment vas-tu ? Sa voix sonnait douce comme toujours. Bien, maman. Occupé, tu sais, le travail, ai-je répondu, en piquant un jaune d'œuf avec ma fourchette. C'est bien, mon amour. Toujours aussi travailleur que ton grand-père. Elle a marqué une pause. Je savais ce qui allait venir. J'appelle pour te parler de Renzo, je suis tellement fier. Il est dans la phase de financement de son application. Il dit qu'il va changer la manière dont les gens se connectent. N'est-ce pas merveilleux ? Il construit le futur. J'ai serré la fourchette plus fort. Renzo. Mon frère aîné. Le génie. Le visionnaire. Celui qui construit des empires avec du code et des promesses. Ça a l'air bien, ai-je dit, ma voix plus plate que prévu. J'ai parlé à ton père, Silas. Il est ravi. Il dit que Renzo a une vraie vision d'architecte de système, a-t-elle ri. Bon, je t'appelais juste pour ça. Je dois y aller,
J'ai un dîner avec des amis. Pauvre Renzo, il travaille tellement qu'il n'a même pas le temps de bien manger. Je vais lui apporter quelque chose. J'ai avalé ma salive. Maman, en fait, la courbeuse de bois de l'atelier est cassée. J'ai besoin d'acheter quelques pièces, peut-être aussi un nouveau lot de bois quoi qu'un fournisseur me propose. Le silence de l'autre côté a été bref, mais lourd. Lisandro, a-t-elle dit enfin, et son ton était plus doux. Il était devenu pratique, presque condescendant. L'art demande de la patience, tu le sais. Et puis tu dois être fort. Tu es un homme. Ton père et moi avons confiance en toi. Tu trouves toujours une solution. Tu es notre pilier. Pilier. Ce mot m'a pesé comme une pierre. Un pilier ne bouge pas. Il ne demande rien. Il porte le poids, jusqu'à se fissurer. Oui maman, tu as raison, ai-je dit. Je trouverai une solution. Voilà mon fils, dit-elle. Allez, mange bien, ne tombe pas malade. Elle a raccroché. Je suis resté à regarder mon assiette à moitié vide. Je n'avais plus faim. J'ai ouvert Instagram, une torture quotidienne, et il était là. Une photo de Renzo. Pas en train de travailler tard, non. Dans un restaurant de luxe à San Francisco, entouré de gens qui riaient avec des dents trop blanches. La légende disait, célébrer le futur. La vision sans financement, c'est juste une hallucination. #TechLife, #visionnaire, #SiliconAlley. Une vague d'amertume m'a brûlé la gorge. J'ai éteint le téléphone et l'ai posé face contre table. Je me suis levé et je suis retourné à l'atelier. Le silence était assourdissant. J'ai regardé la guitare à moitié faite. Ses courbes attendaient une chanson que je ne me sentais pas capable de libérer. Cette nuit-là, l'odeur de cèdre ne sentait plus l'héritage, mais l'échec. Les jours suivants sont devenus flous à cause de l'anxiété. J'ai bricolé une solution temporaire pour la machine à courber le bois, avec des serre-joints et de la vapeur. Une méthode ancienne et risquée. Je me suis brûlé un peu l'avant-bras, et une pièce de bois est sortie un peu imparfaite. Ce n'était pas la qualité de mon grand-père, mais il fallait que ça suffise. Monsieur Méné ne s'en rendrait sûrement pas compte, du moins je l'espérais. Un soir, après une journée de 14 heures, alors que mes muscles étaient durs comme du fer, j'ai reçu un email. C'était un collectionneur de guitares de Chicago. Un homme qui avait acheté l'un des derniers instruments de mon grand-père. Il disait avoir vu des photos de mon travail sur un forum de luthier et qu'il était impressionné. Il voulait que je lui fabrique une guitare. Une réplique du modèle de mon grand-père, mais avec une touche personnelle. Il exigeait une table en épicéa Adirondack vieillie et des éclisses et un fond en coix noisette de haute qualité. Mon cœur a bondi. Une commande comme ça pouvait me sauver. Je pourrais payer mes dettes, acheter une nouvelle machine, assurer l'atelier pour un an. J'ai lu l'email 3 fois, dévorant chaque mot. Mais alors, je suis arrivé à la partie sur le budget. C'était généreux, très généreux. Mais la moitié serait payée à la livraison. Il me fallait l'argent au départ pour acheter ces bois exotiques, très chers. C'est à ce moment-là, entre euphorie et désespoir, que j'ai touché le fond. L'espoir, parfois, est plus cruel que la résignation. Je me suis assis sur un tabouret au milieu de l'atelier sombre, éclairé seulement par l'écran de l'ordinateur. Je me sentais pris au piège. J'avais le talent. J'avais l'opportunité. Mais je n'avais pas le carburant. À quoi bon, ai-je murmuré dans le vide. Pourquoi tout cet effort? J'ai regardé mes mains. Elles étaient fendillées, tachées de brou de noix, avec des petites cicatrices de ciseaux et de lames. C'étaient des mains de travailleurs. Pas celles d'un visionnaire comme Renzo. Peut-être que maman avait raison. Peut-être que ma place était ici. À lutter en silence. En étant le pilier. J'ai ouvert le tiroir de mon établi et j'ai sorti une bouteille de tequila bon marché que je gardais, au cas où. J'ai dévissé le bouchon et j'ai bu une longue gorgée. Le liquide m'a brûlé l'œsophage et réchauffé la poitrine. J'en ai pris une autre, puis encore une. Je me suis appuyé à la table, la tête qui tournait. J'ai regardé la photo en noir et blanc de mon grand-père, accrochée au mur. Il souriait. Un sourire complice et fier. J'ai ressenti une onde soudaine. Désolé, grand-père, ai-je murmuré. Je crois que je n'y arrive pas. C'est alors que j'ai entendu des coups discrets à la porte de l'atelier. J'ai sursauté.
Qui pouvait bien venir à cette heure? Je me suis levé en titubant un peu. J'ai ouvert la porte et je l'ai vue. C'était Brisa, la propriétaire du petit café d'en face. Son nom, qui signifie brise, lui allait parfaitement. Elle apportait toujours une douceur calme, où qu'elle soit. Ses cheveux noirs étaient attachés en un chignon décoiffé. Elle avait une expression inquiète dans ses grands yeux bruns. Elle tenait une tasse en céramique dans les mains. « J'ai vu la lumière », dit-elle doucement. « J'ai pensé que tu avais peut-être besoin de ça. » Elle m'a tendu la tasse. Ça sentait le chocolat chaud et la cannelle. Ma grand-mère disait qu'il n'y a pas de chagrin qu'un bon chocolat n'aide pas un peu. J'ai accepté la tasse, mes doigts froids touchant les siens, chauds. « Merci Brisa. Tu n'étais pas obligé. » Elle a haussé les épaules, son regard balayant l'atelier avant de revenir à mon visage. « Lissandro, tu n'as pas à tout faire tout seul. Parfois, demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une force. » Ces mots, simples et directs, m'ont frappé plus fort que la tequila. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête, car si je parlais, ma voix allait sûrement se briser. Elle a semblé comprendre. Elle m'a offert un petit sourire triste, puis s'est retournée pour partir. Brisa, les jeux appelés, la voix plus rauque que d'habitude. Elle s'est arrêtée. Merci, vraiment. Elle a hoché la tête et a disparu dans la nuit, me laissant avec une tasse de chocolat chaud et un rayon de chaleur dans ma désespérance glacée. Ça n'a pas résolu mes problèmes. Mais ça m'a rappelé que je n'étais pas totalement seul dans l'univers. Le lendemain, avec la tête encore lourde à cause de la tequila et du manque de sommeil, mon téléphone a sonné. Cette fois, c'était mon père, Silas. Sa voix, à la différence de celle de ma mère, avait toujours été un baume de calme et de logique. Il était architecte. Un homme qui croyait aux structures solides, aux fondations bien faites et à la beauté fonctionnelle. « Lissandro, mon fils, je dérange ? » « Non papa, je ponce juste une pièce, ai-je menti. » En réalité, je fixais encore l'email du collectionneur. « Bien. Écoute. Ta mère et moi, on va fêter notre anniversaire de mariage ce week-end. Un dîner tranquille à la maison, juste en famille. Ça me ferait très plaisir que tu viennes. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas été tous ensemble à table. » J'ai senti une angoisse me serrer la poitrine. Un autre dîner en famille. Encore une soirée à écouter les exploits de Renzo pendant que je m'étouffe dans mes échecs. Je ne sais pas, papa, j'ai beaucoup de travail. S'il te plaît, mon fils. Sa voix s'est faite plus douce. Lorena insiste, et moi aussi. J'aimerais que tu me racontes ces nouvelles guitares que tu designes. Amène tes croquis. Tu sais combien j'aime voir tes dessins. Ça m'a désarmé. Mon père était le seul qui semblait comprendre que mon travail n'était pas que de la menuiserie. C'était une forme d'architecture miniature. Il voyait les lignes, la structure, la recherche du son parfait. Une idée, à la fois folle et désespérée, a commencé à germer dans mon esprit. Peut-être que c'était une chance. Pas pour demander de l'argent directement, mon orgueil m'en empêcherait. Mais pour lui montrer mes croquis. Pour lui expliquer la commande du collectionneur. Peut-être qu'avec son esprit logique d'architecte, il verrait l'opportunité. Et peut-être, il proposerait une solution. Un investissement. Un prêt. Quelque chose. D'accord papa, ai-je dit. Décision prise. Je viendrai. Ah formidable, a-t-il répondu, et j'ai senti son sourire à travers le téléphone. On se voit samedi alors. J'ai raccroché. La corde de ma vie, qui était lâche et désaccordée, se tendait soudain. Je ne savais pas si elle allait sonner juste. Ou casser pour de bon. Mais j'allais le découvrir. J'ai passé le reste de la semaine à finir la guitare de Monsieur Méné avec une énergie fiévreuse. Et les soirs, je perfectionnais mes croquis pour mon père. Ce n'était pas de simples dessins, c'était mon dernier espoir. Le samedi est arrivé, lentement, comme un supplice. Chaque heure passée à l'atelier, le bruit de mes outils semblait se moquer de moi, me rappelant leur vieillesse. J'ai emballé la guitare finie de Monsieur Méné, avec une légère insatisfaction, car je savais qu'elle n'était pas mon meilleur travail. Ensuite, j'ai rangé mes croquis dans une pochette en cuir, presque avec respect. Ils contenaient les dessins pour le collectionneur de Chicago,
des analyses acoustiques, et des notes précises sur les bois. C'était ma défense, ma plaidoirie. Juste avant de partir, j'ai reçu un email du fournisseur de bois. Lisandro, je te garde le lot de quoi jusqu'à lundi. Après ça, je devrais le vendre à un autre. C'est un bois exceptionnel. La pression a augmenté. C'était maintenant ou jamais. Et pour couronner le tout, alors que je fermais l'atelier, j'ai trouvé une enveloppe blanche sous la porte. C'était un avis de la compagnie d'électricité. Dernier avertissement de coupure de courant. La date limite était mardi. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Sans électricité, mon atelier serait un musée d'outils inutiles. J'ai serré les dents et mis la lettre dans ma poche. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Une belle maison minimaliste que mon père avait lui-même dessinée. À chaque fois que j'y allais, je me sentais comme un étranger. Le contraste entre ces murs blancs et mon atelier plein de poussière et de sueur était immense. L'ambiance du dîner était tendue dès le début, sous une couche de politesse forcée. Ma mère, Lorena, tournait autour de la table pour que tout soit parfait. Elle portait une robe élégante et un parfum cher qui remplissait la pièce. Renzo, bien sûr, était la star. Il était arrivé dans une voiture de sport neuve, un caprice qu'il appelait un investissement en images. Pendant le dîner, Renzo nous a servi un monologue sur sa dernière invention. Une application de réseau social exclusive, appelée Elysome. Ce n'est pas pour tout le monde, expliquait-il en gesticulant avec sa fourchette. C'est pour les créateurs de tendances, ceux qui comprennent la valeur de l'exclusivité. On crée un écosystème digital unique. Oubliez Facebook, c'est pour la masse. Nous, on est le futur. Lorena le regardait avec une admiration ridicule. Oh, que tu es intelligent, mon fils. Toujours un pas devant les autres. Mon père, Silas, l'écoutait avec une expression impossible à lire. Il était fait de lignes droites et de matériaux vrais. Le monde des applis et des promesses de millions ne lui disait rien. Et le modèle économique, Renzo, a-t-il demandé calmement. À comment ça rapporte de l'argent, ton truc? Renzo a souri avec assurance. Papa, tu ne dois pas penser en termes d'argent, mais de croissance. On attire des utilisateurs, et ensuite l'argent arrive tout seul. Publicité, abonnement premium, revente de données. Il s'est arrêté, puis m'a regardé pour la première fois de la soirée. C'est un peu comme l'atelier de Lisandro. Il ne vend pas que des guitares, il vend un héritage, une expérience. Moi je vends l'exclusivité. La comparaison était tellement absurde que j'ai failli m'étouffer avec mon vin. Avant que je puisse répondre, ma mère est intervenue pour protéger son fils chéri. Oh bon, assez parlé de travail, dit-elle avec un grand sourire. On fait quelque chose ce soir. Silas, mon chéri, un toast? Mon père a levé son verre. Pour 30 ans ensemble, dit-il en regardant ma mère. Et pour nos fils, pour Renzo et son avenir brillant. Il a fait une pause, puis s'est tourné vers moi. Son regard s'est adouci. Et pour Lisandro, qui garde vivant l'art de son grand-père avec ses mains. On a trinqué. Le silence après ce toast était lourd. C'était mon moment. À propos de ça, papa. Ai-je commencé en toussant légèrement. J'ai amené quelques dessins que j'aimerais te montrer. J'ai une commande importante, mais... Silas m'a coupé, changeant la soirée et ma vie avec une seule question. Il s'est appuyé en arrière dans sa chaise, m'a regardé avec intérêt, et a dit « Je suis content d'entendre ça, mon fils. À propos, comment ça se passe avec l'argent? J'imagine que les 75 000 € de la vente de la maison des grands-parents t'ont bien aidé. Ta mère m'a dit qu'elle te les avait transférés il y a des mois. Tu as pu acheter tout le bois dont tu avais besoin et améliorer ton atelier, non? Le temps s'est arrêté. Chaque bruit s'est évanoui. Le bourdonnement du frigo, le bruit des voitures dehors, le battement de mon cœur, tout est devenu silence. 75 000 €. Le chiffre flottait dans l'air comme un fantôme. J'ai levé les yeux de mon assiette. Mon père me regardait, attendant que je dise oui avec un sourire. Il n'était pas en train de piéger quelqu'un. Il croyait vraiment ce qu'il disait. Mon regard s'est tourné vers ma mère. Lorena était figée. Son sourire d'hôtesse parfaite avait disparu, remplacé par un masque de panique. Son visage, normalement coloré, était devenu blanc.
Elle tenait sa fourchette en l'air, sa main tremblait. Ses yeux fixaient son assiette comme si la réponse y était écrite. Elle n'osait pas me regarder. Elle n'osait pas regarder mon père. Même Renzo, d'habitude indifférent à tout ce qui ne le concernait pas, a senti le changement. Il s'est tué à regarder mon père, puis ma mère, confus. J'ai avalé ma salive, la gorge sèche comme de la sueur. Les mots de mon père résonnaient. 75 000 euros. La maison des grands-parents. Transférée il y a des mois. C'était comme un monde parallèle. Un monde où je n'avais pas de dette. Un monde où mon atelier prospérait. Un monde où je ne me réveillais pas à 3 heures du matin avec une boule au ventre. Mon père a froncé les sourcils devant mon silence. Tout va bien, mon fils? J'ai enfin trouvé ma voix. Elle est sortie comme un souffle rauque, à peine audible. Quel argent, papa? Ces 3 mots sont tombés sur la table comme un bloc de béton. La fourchette de ma mère est tombée, a heurté l'assiette dans un bruit sec qui a claqué comme un coup de feu. Silas est resté figé. Son sourire a disparu, remplacé par une incompréhension totale. Il a cligné des yeux, comme s'il n'avait pas compris mes mots. Comment ça, quel argent? L'argent de la vente. Ta part. Ta mère. Sa voix s'est arrêtée. Il s'est lentement tourné vers sa femme. Il y avait une question dans ses yeux, mais cette fois, ce n'était plus innocent. C'était une suspicion terrible. Lorena ne levait toujours pas les yeux. Ses jointures étaient blanches tellement elle serrait sa serviette. C'est Renzo qui a brisé le silence, comme d'habitude, sans tact. Papa, de quoi tu parles? Maman m'a donné cet argent pour le développement de l'application Elysom. C'était un investissement pour la famille. Si les mots de Renzo étaient censés calmer la situation, c'est tout le contraire qu'ils ont fait. Le regard de mon père est passé de Renzo à Lorena, puis à moi. Dans ses yeux, j'ai vu les pièces du puzzle s'assembler. L'image que ça formait était monstrueuse. La confusion est devenue de l'incrédulité. Et l'incrédulité, une colère froide, bien plus terrifiante que n'importe quel cri. Il n'a pas quitté ma mère des yeux. Quand il a parlé, sa voix était basse, maîtrisée, mais vibrante d'une intensité qui me donnait des frissons. Lorena. Rien qu'un prénom. Mais dans ce prénom, il y avait 30 ans de confiance, de complicité, de vie partagée. Tout ça suspendu à un fil. Silas, Mais comment ça t'est-elle, sa voix tremblante comme un fil de soie. Je peux expliquer. Renzo, son projet, c'est le futur. C'était une opportunité unique. Lisandro, lui, est fort. Il s'en sort toujours. Son travail est plus stable. Il n'a pas besoin de grosses sommes d'un coup. Il n'a pas besoin, répéta mon père. Et pour la première fois, sa voix s'est brisée sous le choc. Il s'est tourné vers moi, m'a regardé vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Dans son regard, j'ai vu le reflet de mes nuits sans sommeil, de mes mains abîmées, de la vie de coupure d'électricité dans ma poche. Lisandro, tu n'as rien reçu? Pas un seul euro? J'ai fait non de la tête. Je n'arrivais pas à parler, un gros nœud dans ma gorge m'en empêchait. Tu as dit à ton propre fils qu'il n'y avait pas d'argent, s'écria Silas, frappant la table du poing. Toute la vaisselle a sauté. Et tu as donné son héritage, l'argent de ses grands-parents, à son frère, pour financer ses rêves. Ce ne sont pas des rêves, cria Renzo, se mettant sur la défensive. C'est un vrai business. Silas. Supplia ma mère, les larmes coulant maintenant sur ses joues. Je l'ai fait pour la famille. Pour la famille? La voix de mon père était comme un fouet. Ou pour ton orgueil. Pour pouvoir frimer devant tes copines avec ton fils, le petit génie de la tech? Et ton autre fils alors? Celui qui bosse jour et nuit dans l'atelier de ton père, pour faire honneur à sa mémoire? Lui, il compte pour du beurre, c'est ça? C'est lui le pilier? Eh bien les piliers, Lorena, ça casse aussi. Je me suis levé. Je n'arrivais plus à respirer. La pièce était trop petite. Les murs me tombaient dessus. Il faut que je prenne l'air, ai-je réussi à dire. Je suis sorti, mes jambes pesaient une tonne. Derrière moi, la tempête venait d'exploser. Les cris, les reproches, les sanglots, tout se mélangeait dans un vacarme horrible.
Je suis allé dans le jardin. L'air frais m'a giflé le visage. Je me suis appuyé contre un arbre, haletant, essayant de reprendre mon souffle. À travers la grande fenêtre, j'ai vu les silhouettes de ma famille en train de s'effondrer. Mon père debout, comme une statue de colère et de déception. Ma mère affalée sur sa chaise, en larmes. Et Renzo, entre eux, essayant encore de défendre son petit monde parfait. Je me sentais vide. Il n'y avait aucune joie à avoir raison. Aucune satisfaction à voir la vérité éclater. Juste une douleur sourde, profonde. La douleur de la trahison, bien pire que n'importe quel problème d'argent. Le pilier avait craqué. Et tout s'était écroulé avec. J'ai conduit au hasard, dans les rues calmes de la ville. Les feux rouges, oranges, verts défilaient comme une berceuse sans fin. Mais rien ne calmait le tumulte dans ma tête. La scène du dîner repassait encore et encore. La question innocente de mon père. Le regard paniqué de ma mère. L'arrogance tranquille de mon frère. Chaque détail était une nouvelle blessure. J'ai sorti mon téléphone, trouvé le contact de Renzo. Mon pouce tremblait au-dessus du bouton « Appeler ». J'avais envie de crier. De lui demander s'il avait une seule fois pensé à moi, à comment j'allais. S'il avait compris d'où venait vraiment cet argent pendant qu'il dînait dans des restos chics. Mais à quoi bon? Il ne comprendrait jamais. Pour lui, je n'étais qu'un détail dans sa grande histoire de succès. J'ai éteint l'écran. J'ai balancé le téléphone sur le siège passager. Le lendemain matin, un silence pesant régnait dans la maison de mes parents. Quand je suis descendu chercher un café, ma mère n'était pas dans la cuisine. Je l'ai trouvée dans le salon, assise sur le canapé, regardant par la fenêtre, l'air absent. Elle n'a rien dit quand je suis entré. Moi non plus. Que dire? C'est mon père qui a rompu le silence plus tard, pas avec des mots, mais avec des actes. Je l'ai vu sortir tôt le matin, le visage fermé, déterminé. Il n'est revenu qu'en milieu d'après-midi. Il est entré dans mon ancienne chambre, où j'avais dormi. Il a fermé la porte. Il tenait une liasse de papier. Des relevés bancaires. J'ai passé la matinée à la banque, Lisandro, a-t-il dit, la voix fatiguée. Sans colère. Juste pleine de regrets. Il s'est assis au bord du lit. Je voulais le voir de mes propres yeux. Je ne voulais pas y croire. Il a étalé les papiers sur le lit. Des pages et des pages de virements. J'ai vu mon nom comme bénéficiaire prévu, vente maison Augusto Moral. Puis des transferts. Grands, petits. Tous vers un seul compte. Celui de Renzo. Ce n'était pas un seul virement, Lisandro. C'était un goutte à goutte. Chaque fois que Renzo avait besoin d'argent pour des serveurs, du marketing, des voyages. Ta mère lui en donnait. Elle a presque vidé le compte. Il reste à peine 10 000 euros, sur les 150 000 qu'il y avait. 150 000? Le double de ce que mon père croyait. La maison de mes grands-parents. Leur héritage. Transformé en voiture de sport et en dîner chic pour mon frère. Je ne comprends pas, papa, ai-je murmuré. Il a secoué la tête, se frottant les yeux sous ses lunettes. Moi non plus, ou peut-être que si. Et c'est ce qu'il y a de pire. Ta mère a toujours vécu à travers Renzo. Son succès, c'était le sien. Et je suppose que pour elle, ton travail, notre travail. Ce n'était pas assez glamour. Pas de quoi frimer. Il m'a regardé. Ses yeux remplis d'une immense culpabilité. Et moi, je l'ai laissé faire. Trop occupé avec mes projets, mes plans. Je pensais que tout allait bien. J'ai cru que tu étais solide. Et c'est une erreur que je ne me pardonnerai jamais. Ce moment de vérité brute entre nous deux a été plus intime qu'une étreinte. Un aveu partagé. Lui, par négligence. Elle, par choix. Ce fut le premier pas pour reconstruire un pont que je ne savais même pas casser. Une fois lancé, mon père a été implacable. Comme un architecte qui découvre une fissure dans son bâtiment, il s'est mis à tout corriger. Le lendemain, il a appelé notre avocat de famille, Matteo, un vieil ami à lui. Je l'ai vu depuis l'entrée de son bureau, parlant au téléphone d'une voix ferme, donnant des instructions précises. Pas de colère dans sa voix, mais une détermination glaciale. Puis, il m'a appelé dans le bureau. La pièce, d'habitude un sanctuaire de créativité, ressemblait à un centre de crise.
Lisandro, dit-il en croisant les mains sur le bureau. J'ai parlé avec Matteo. On va reprendre le contrôle total des finances. J'ai fait bloquer le compte de Renzo. L'argent qu'il reste sera transféré sur un nouveau compte à ton nom. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. Il a marqué une pause. Je vais aussi te transférer mes fonds personnels pour compléter les 75 000 € qui te revenaient. Ce n'est pas un cadeau. C'est ton droit. C'est ce qui aurait dû arriver dès le début. Je n'ai rien su dire. Papa, tu n'es pas obligé. Si, je dois, m'a-t-il coupé. C'est une question de principe. Il s'est penché, son regard plus dur. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Il a fait une pause. Ce n'est pas seulement une affaire d'argent. C'est une affaire de vérité. Ce jour-là, la maison est devenue un champ de bataille silencieux. Lorena marchait comme un fantôme. Les yeux rouges, gonflés. Elle évitait mon père. Et lui l'ignorait avec une froideur plus douloureuse qu'un cri. Renzo a fini par appeler. Il m'a appelé moi, pas mon père. Sa voix était un mélange de panique et de colère. Lisandro, qu'est-ce qui se passe? Ma carte est refusée. Je n'ai plus accès à mon compte. Papa m'a coupé les vivres. Tu dois lui parler. Je suis au milieu d'une négociation. Je l'ai écouté. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de rage, mais une forme de pitié lointaine. Comme si je voyais un enfant à qui on avait retiré son jouet. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit à dire, Renzo, ai-je dit calmement. Comment ça, non? C'est ma carrière. Mon futur. Toi, avec tes petites guitares, tu peux attendre. Mais la technologie n'attend personne. Mes petites guitares, comme tu dis, c'est l'héritage de grand-père. Et l'argent que tu as utilisé, c'était ma part de cet héritage. Alors non, Renzo, je ne vais pas lui parler. Je pense qu'il est temps que tu construises ton avenir avec tes propres mains. Pas avec les miennes. J'ai raccroché avant qu'il réponde. Comme si je fermais enfin une porte qui était restée trop longtemps ouverte. Pendant ce temps, mon père continuait ses recherches. Un soir, il est entré dans ma chambre avec une vieille boîte en carton. J'ai trié les papiers du placard de ta mère, dit-il d'une voix neutre. Il a posé la boîte sur le lit. Dedans, il y avait des albums photos, des souvenirs d'école, et une enveloppe jaune. Il l'a sortie et me l'a donnée. C'était une lettre d'un célèbre camp de jeunes luthiers à Paracho, au Mexique. Je l'ai ouverte. Une lettre d'acceptation. J'avais 17 ans à l'époque. Ta mère m'avait dit que tu n'avais pas été pris, dit Silas doucement. Elle disait que tu étais triste, mais que tu comprenais. Que tu avais décidé de rester pour travailler. Je regardais la lettre, les mots flous à cause des larmes. Je me souvenais de cet été. De la déception. Du sentiment de ne pas être assez bon. Moi, je ponçais des guitares dans l'atelier, pendant que Renzo faisait un tour d'Europe payé par ma mère. Dans l'enveloppe, il y avait une autre lettre. Une copie de la réponse que ma mère avait envoyée au camp. Avec son écriture élégante, elle avait décliné l'invitation à ma place, invoquant des raisons familiales. J'ai levé les yeux vers mon père. Son visage était marqué par la douleur. Ce n'est pas juste l'argent, Lisandro, murmura-t-il. Là, elle avait peur. Peur que ton talent t'emmène loin. Peur que tu réussisses à ta manière. Une manière qu'elle ne contrôlait pas. Avec Renzo, c'était facile. Son succès dépendait de son argent. Le tien, non. Cette révélation était la dernière pièce du puzzle. La plus cruelle. La trahison n'était pas un accident. C'était un sabotage lent, méthodique, nourri par l'insécurité et le favoritisme. L'argent n'était qu'un symptôme. La maladie était bien plus profonde. Je lui ai parlé de la commande du collectionneur de Chicago, du besoin d'acheter le bois, de la vie de coupure. Il a écouté en silence, hochant la tête. Quand j'ai fini, il s'est levé. « Prépare tes affaires, dit-il. Demain, on va à ton atelier. Et on appelle ton fournisseur. » Le lendemain, il est venu avec moi à l'atelier. Il n'y avait pas mis les pieds depuis des années. Il a tout regardé. Le désordre. La machine cassée. Il n'a rien critiqué. Il a compris. Il a vu les heures de labeur.
La dévotion. On a appelé, et on a acheté le meilleur lot de quoi et d'épicéa à Adirondack. Puis, on a cherché ensemble une nouvelle machine allemande. Pendant ce temps, Don Augusto, l'ami retraité de mon grand-père, est passé. Il nous a regardés, mon père et moi. Avec sa sagesse de vieil homme, il a tout compris sans un mot. Parfois, dit-il en posant une main ridée sur mon épaule. Pour qu'une guitare sonne bien, il faut d'abord casser l'ancienne caisse de résonance et en construire une nouvelle. Il me semble que c'est ce que vous faites ici. Il a regardé mon père. Silas, ton fils a les mains de son grand-père. Mais le cœur est à lui. C'est un bon cœur. Fort comme le chêne. Mon père a hoché la tête, les yeux brillants. Je sais, Augusto. Il m'a fallu trop de temps pour le voir. Ce soir-là, mon père m'a demandé si je voulais poursuivre Renzo en justice. J'ai parlé avec lui. Et avec Brisa, qui était devenue ma confidente. L'argent, ce n'est que de l'argent, Lisandro, dit-elle en me servant un café. Mais la paix, ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et j'ai compris. Je ne voulais pas de procès. Pas d'humiliation. Je voulais prouver ma valeur. Alors j'ai dit à mon père. Non. Je ne vais pas le poursuivre. Je vais utiliser l'argent pour fabriquer la meilleure guitare de ma vie. Ce sera ma réponse. La chute de Renzo a été rapide. Sans l'argent de maman, son empire s'est effondré. Son associé a disparu. Ses investisseurs étaient d'autres jeunes qui claquaient l'argent de leurs parents. Il a mis en vente sa voiture de sport. Plus tard, papa m'a dit qu'il avait pris un poste à l'entrepôt d'une société de logistique. Un vrai boulot. Avec ses mains. Mes parents ont entamé les démarches de séparation. Maman est restée dans la maison vide. Je l'ai vue une fois au supermarché. Elle semblait vieille, ratatinée. Nos regards se sont croisés. J'ai vu de la honte et du ressentiment dans ses yeux. Je les ai détournés. Moi, je me suis plongé dans mon travail. Avec les nouveaux outils et bois de qualité, mon atelier a changé. Et moi aussi. Chaque coupe, chaque ponçage, chaque couche de vernis était un acte de reconstruction. Je reconstruisais mon art. Mon avenir. 1 an a passé. L'atelier n'était plus le même. La machine allemande bourdonnait. Des étagères en érable construites par mon père accueillaient mes outils. Tout était en ordre. J'avais engagé un jeune apprenti. Un garçon du conservatoire. Il me regardait comme moi, je regardais mon grand-père. La commande du collectionneur avait été un succès. Il m'avait écrit que c'était la meilleure guitare qu'il ait jamais jouée. J'avais encadré cet email. Il était accroché à côté de la photo de Don Augusto. Les commandes arrivaient de tout le pays, même de l'étranger. Je n'avais plus à mentir. Ni à craindre la coupure de courant. Ma relation avec mon père s'était transformée. Presque chaque samedi, Silas venait à l'atelier. Pas pour surveiller. Pour participer. Il avait découvert une passion tardive pour la menuiserie. Tandis que je fabriquais mes guitares, lui construisait des meubles, des bancs, des vitrines. On parlait peu. Pas besoin. Notre langage était fait de gestes, de regards. On reconstruisait, ensemble. Brisa était devenue une présence constante. Ses cafés du matin étaient devenus des déjeuners, puis des dîners. Je l'écoutais parler de ses rêves, de son amour pour le café local. Elle m'écoutait parler bois et son. Avec elle, je n'avais pas besoin d'être un pilier. Juste Lisandro. Un samedi, alors que je mettais la dernière couche de vernis sur une guitare classique, la porte s'est ouverte. C'était Renzo. Je l'ai à peine reconnu. Amaigri. Fatigué. Il portait l'uniforme d'une société de livraison. Il est resté à l'entrée, regardant autour. Les outils, les guitares, l'ordre. « Salut Lisandro », dit-il, sa voix plus basse. « Renzo », ai-je répondu en posant mon pinceau. Il est entré lentement. Il tenait une vieille guitare bon marché. Il l'a posée sur mon établi. « J'apprends à jouer », dit-il sans me regarder. « Un collègue m'enseigne. Je voulais comprendre ce que tu fais. Ce que je t'ai pris. » Il a levé les yeux. Plein de honte sincère. « J'ai économisé. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. »
Il a sorti une enveloppe et l'a glissée vers moi. Je vais tout te rendre. Chaque centime. Même si ça me prend une vie. Il a avalé sa salive. Pardon, Lisandro. Pour tout. J'ai regardé l'enveloppe. Puis sa guitare. Puis mon frère. Je n'ai rien ressenti de violent. La vie l'avait déjà puni. J'ai pris sa guitare. Une corde était fausse. Je l'ai accordée. Puis je lui ai rendu. Commence par les accords de base, ai-je dit. Do, sol, la mineur. Le reste viendra avec le temps. Il a hoché la tête, les yeux pleins de gratitude. Il est parti. Ce n'était pas un pardon complet. Ni une réconciliation. Mais c'était un début. Je voyais à peine Lorena. Elle parlait parfois avec papa. J'ai su qu'elle était bénévole dans un musée d'art. Ironie. Elle, qui n'a jamais vu l'art grandir sous son propre toit. Peut-être qu'un jour, elle comprendra ce qu'elle a détruit. Ou pas. Ça n'a plus d'importance. Ma paix valait plus que sa reconnaissance. Ce soir-là, pour fêter la guitare finie, Silas, Brisa et moi sommes sortis dîner. Un petit resto, des guirlandes, de l'air frais, du jasmin. Après, on est retourné à l'atelier. J'ai sorti la guitare, son corps en coie brillant sous la lune. Je me suis assis sur le perron construit par mon père. Brisa à gauche, Silas à droite. Mes doigts ont caressé les cordes. Pas une chanson compliquée. Juste quelques accords simples. Le son était clair, profond, vrai. Le son du bois bien travaillé. Du temps. De la patience. Le son de la vérité. J'ai regardé mon père, fier. J'ai regardé Brisa, sa tête sur mon épaule, yeux fermés. Et j'ai compris. Mon vrai héritage n'était pas dans ce que ma mère voulait. Ni dans les exploits de mon frère. Il était là. Dans mes mains. Dans mon cœur. Et dans cette mélodie simple. Ma propre chanson. Et c'était tout ce qui comptait.